Alors aujourd'hui, on va plonger dans une histoire de transformation. Mais alors une transformation vraiment fascinante. Comment une toute petite larve d'abeille, a priori comme toutes les autres, se retrouve propulsée au rang de reine. C'est un processus incroyable qui mélange la biologie, un timing mais alors millimétré, et une intervention humaine d'une précision quasi chirurgicale. Parce que oui, chez les abeilles, devenir reine, ce n'est pas une histoire de sang bleu, pas du tout. C'est un destin qui est entièrement fabriqué, en quelque sorte. Tout se joue dans les tout premiers jours de sa vie. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait? Comment une simple larve peut se retrouver sur le trône? Ok, pour bien suivre ce voyage, on va le découper en 5 grandes étapes. D'abord, on va préparer le terrain. Ensuite, l'art du transfert, c'est crucial. Puis, on verra la phase d'urgence avec ce qu'on appelle le starter. Après ça, la phase de soin, le finisseur. Et pour finir, la transformation finale de la cellule en reine. Allez, on y va. Bon, première étape. Et là, attention, tout commence bien avant même qu'on touche à la moindre larve. C'est un peu comme avant une grande cérémonie. La préparation, c'est la clé de tout. Il faut avoir les bons outils, le bon environnement. Tout doit être parfait pour dénicher la candidate idéale. Alors, pour une opération aussi délicate, on n'utilise pas n'importe quoi. L'outil star, c'est ce qu'on appelle le picking chinois. Pourquoi lui? Eh bien, il est beaucoup plus souple, plus maniable. C'est vraiment l'idéal, surtout pour ceux qui débutent, parce qu'il permet de se faufiler dans ces alvéoles minuscules avec une douceur incroyable. C'est ça qui fait toute la différence. Maintenant, imaginez le défi. Il faut repérer une larve qui est minuscule, quasi transparente et qui n'a que quelques jours. Comment on fait? La solution, elle est toute simple, mais super ingénieuse. On utilise un cadre avec une cire toute neuve et bien noire, et là, magie. Le contraste est parfait. Les petites larves, toutes blanches, qui flottent dans leur gelée, eh bien, elles ressortent super bien. C'est tout de suite beaucoup plus facile. Et là, c'est vraiment le moment décisif. Le choix de la bonne larve, c'est absolument crucial. Il faut qu'elle soit très, très jeune, qu'elle soit encore en train de baigner dans la gelée royale pure. Si on attend ne serait-ce que quelques heures de trop, c'est fini. Son alimentation a déjà changé. On lui a déjà donné de la gelée d'ouvrière, et là, son destin est scellé. Elle deviendra une ouvrière, point final. Elle ne pourra jamais être une reine. Le timing, c'est tout. Ok, l'élu est choisi. Maintenant, sa première grande épreuve commence. Il va falloir la déplacer de sa cellule d'origine vers son nouveau destin. Et là, croyez-moi, c'est une opération qui demande une main d'une stabilité à toute épreuve. Alors, quel est le secret pour réussir ce transfert? C'est simple, mais fondamental. On ne touche jamais la larve. Jamais. Toute la technique, c'est de ramasser la gelée qui est en dessous. On glisse l'outil sous la gelée royale et on soulève le tout. En fait, la gelée sert de petit coussin, de matelas protecteur. C'est elle qu'on déplace, et la larve vient avec. Concrètement, ça se passe comment? On peut décomposer le geste en 3 temps. Premier temps, on glisse très doucement l'outil sous la larve, en prenant bien la gelée avec. Deuxième temps, on soulève le tout, la larve est bien installée sur son petit coussin de gelée, on ne la touche pas directement. Et troisième temps, on va déposer l'ensemble, avec une délicatesse infinie, dans une cupoule artificielle, sa nouvelle chambre royale en quelque sorte. Chaque millimètre compte, chaque mouvement est capital. Une fois que c'est fait, il faut savoir que ces larves sont hyper fragiles. À l'air libre, elles peuvent se dessécher en quelques minutes. Alors pour éviter ça, il y a une astuce toute bête, mais absolument vitale. On prend une serviette humide et on vient couvrir les cupules. Ça crée un petit microclimat parfait, juste le temps de les ramener à la ruche. Voilà, notre larve est prête pour la suite de son périple. Et là, elle va devoir se faire accepter par une nouvelle famille, une colonie de substitution. Mais pas n'importe laquelle. Une colonie qui est dans un état d'esprit, on pourrait dire, très très particulier. Un état d'urgence absolu. Alors, c'est quoi cette fameuse colonie starter? Imaginez une ruche très forte, bourrée d'abeilles, mais sans reine. On la leur a enlevée. Forcément, c'est la panique. Cet état d'orphelinage, ça déclenche chez elles un instinct de survie hyper puissant. Elles n'ont plus qu'une seule idée en tête. C'est programmé dans leur ADN, il faut faire une nouvelle reine. Et vite. Et c'est justement cet état de crise qui nous garantit qu'elles vont se jeter sur nos larves et commencer à s'en occuper immédiatement. Mais attention, le passage dans cette colonie sous haute tension est très court. Vraiment intense, mais court. Juste 24 heures, pas plus. C'est le temps qu'il faut pour que les abeilles se mettent en mode construction de cellules royales et qu'elles commencent à inonder les larves de gelée royale. C'est le coup d'envoi en fait. Après ce sprint de 24 heures, notre future reine change à nouveau de maison.
On la déplace dans un environnement complètement différent. Fini le stress, fini l'urgence. Maintenant, place à un environnement beaucoup plus calme, beaucoup plus stable, qui est vraiment optimisé pour la croissance et les soins sur le long terme. Voilà qui résume bien la différence. On a d'un côté le starter, qui est orphelin et qui bosse dans l'urgence. Son seul but, c'est de lancer le processus. Et de l'autre, le finisseur. Lui, il a bien une reine, mais il est tenu à l'écart. Du coup, l'ambiance est stable, il y a plein de ressources, et son rôle, c'est de prendre le relais pour nourrir et finir le travail tranquillement. Et dans cette colonie finisseur, la future reine va y passer à peu près 6 jours. C'est une période cruciale. Pendant ce temps, les ouvrières vont fermer la cellule royale, on dit qu'elle est operculée, et à l'intérieur, la larve va tranquillement se transformer en nymphe. Tout ça en étant super bien nourrie et protégée, bien sûr. Bon, et comment on peut être sûr que les abeilles vont bien s'occuper de nos cellules? Il y a une petite astuce d'apiculteur. On place du pain d'abeille, c'est du pollen en gros, juste à côté des greffes. Le pollen, c'est plein de protéines, et ça attire les jeunes abeilles, les nourrices. Et une fois qu'elles sont là, eh bien, elles vont s'occuper en priorité des cellules royales qui sont juste sous leur nez. C'est malin? Et on arrive à l'acte final, la dernière ligne droite. Dans la ruche, la nymphe a fini sa croissance. Il est maintenant temps de la retirer de la colonie pour la toute dernière étape de son développement. Et cette fois, c'est une étape qui sera entièrement contrôlée par l'apiculteur. Si on regarde la chronologie, ça donne une bonne vue d'ensemble du parcours. Jour 1, on greffe la larve et on la met dans le starter. Jour 2, hop, on la déplace dans le finisseur. Au bout du 7e jour, on la retire de la ruche. Et finalement, au 10e jour depuis le début, la cellule est mature. Elle est prête à être introduite dans une nouvelle colonie pour éclore. C'est un calendrier super précis où vraiment chaque jour a son importance. Ces tout derniers jours, ils se passent dans une sorte de nurserie royale, mais artificielle, un incubateur quoi. Le but, c'est d'imiter à la perfection les conditions de la ruche. Donc, on a une température maintenue très précisément à 34 degrés, c'est vital. Et il y a aussi un petit ventilateur à l'intérieur, c'est essentiel pour que la chaleur soit bien uniforme. Le moindre point chaud pourrait être fatal à ce stade, on ne laisse rien au hasard. Et voilà, le voyage s'achève. C'est quand même un processus incroyable, non ? L'avenir de toute une colonie qui repose sur la survie d'une seule petite larve. Un mélange parfait entre l'instinct des abeilles et le savoir-faire de l'apiculteur. Ça fait réfléchir. On se demande combien d'autres mondes cachés, dans la nature, fonctionnent comme ça, sur un fil, avec un équilibre aussi précaire. C'est une question qui laisse songeur.